Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur le stand de Airbus Hélicoptère devant le H175. Vous le connaissez ? Et on a la chance d'être avec Emmanuel Huberdeau d'Airbus Hélicoptère qui va nous présenter ce magnifique appareil. Alors en dehors du fait qu'il soit beau, le H175 c'est plutôt un hélicoptère civil d'habitude, non ? Voilà, jusqu'à présent en fait c'est un hélicoptère qui n'existait que en version civile, qui a bien marché notamment sur le marché du oil and gas, c'est-à-dire qui sert à ravitailler, surtout à faire des échanges d'équipage sur les plateformes pétrolières. Il y en a beaucoup qui sont en service en mer du Nord, donc voilà un hélicoptère qui est habitué à la fois à faire des missions à long rayon d'action et aussi qui est habitué à transporter du personnel, mais à le faire aussi dans des conditions assez dures, c'est-à-dire des conditions salines. Avec des conditions météo difficiles et qui est aussi... Il y a un peu de vent. Un peu de vent, voilà. Et qui est aussi utilisé à Hong Kong par les services locaux pour faire du sauvetage. Donc il y a aussi une grosse expérience pour les missions de sauvetage. Et donc on a décidé d'en faire une version avec quelques autres couleurs. Voilà, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin à travers le monde de remplacer des hélicoptères de la classe du Puma, notamment au Royaume-Uni où il y a un marché qui a été lancé par les Britanniques pour remplacer les Pumas de la Royal Air Force. Et donc on s'est dit que ça c'était vraiment la bonne taille de machine pour répondre à leurs besoins. C'est de quel ordre de poids ? On est au-dessus de 7 tonnes, donc c'est ce qu'on appelle le super médium chez nous. Ouais. Donc on est moins lourd que la famille Super Puma ou que le NH90 et on est au-dessus du 160. Donc voilà, on vient occuper un nouvel espace où jusqu'à présent on n'avait pas d'hélicoptère militaire. Les choses qui marquent quand on le regarde directement, alors les évolutions par rapport à la version civile, évidemment d'abord on a un FLIR, caméra infrarouge à l'avant, on a des systèmes de détection si on se fait tirer dessus contre les missiles infrarouges, laser. Des systèmes de guerre électronique pour détecter les menaces et pour les leurrer. Également des radars je suppose, intégrés ? Alors pas forcément, le radar en général c'est quelque chose qui est surtout utilisé par les forces navales. Oui. Donc là il y a le radar météo classique qu'on retrouve sur tous les hélicoptères. Mais là c'est une version, ce qu'on met en avant c'est plutôt une version tactique pour les forces terrestres. Et à ce moment-là on n'a pas forcément besoin d'un radar. C'est une option. Il n'y a pas cette grande ouverture dans la version civile ? Non, enfin, il y a un hublot qui est déjà là dans la version civile, donc là il est adapté pour pouvoir emporter de l'armement d'autoprotection. Donc c'est-à-dire ce sont les armements qui vont permettre de couvrir les troupes au moment du débarquement. En train de descendre. Donc là on est une Mach 58, on pourrait aussi imaginer avoir du minigun. Voilà, on s'adapte aux besoins du client. Ce qui serait aussi tout à fait envisageable, c'est ce qu'on retrouve par exemple sur le salon, c'est montré sur le NH90, mais avoir une mitrailleuse de 12,7 mm qui vient se positionner là. Et là c'est plus pour faire de l'appui. Mais sachant que sur le NH90, dans tous les cas, le mitrailleur prend la place sur le sabord. Tandis que là, vous avez quand même la possibilité d'avoir la totalité de la sortie qui est disponible pour sortir rapidement, tout en ayant la protection en même temps. Sauf si je peux me permettre, sur la nouvelle version du NH90, le Standard 2 qui vient de commencer à voler, où là on a agrandi les hublots à l'arrière pour pouvoir mettre le gunner à l'arrière. Voilà, ça fera une illustration comme ça. Cordelis, je suppose ? Voilà, de chaque côté on a les potences pour les cordelis, pour pouvoir débarquer les commandos rapidement. De l'autre côté on a le treuil. Et là pareil, c'est le client qui pourra choisir, mais on peut avoir un double treuil pour faire 2 treuillages en même temps. Quand on transforme un hélicoptère civil en hélicoptère militaire, évidemment le premier avantage c'est d'avoir une flotte disponible dont on connaît les capacités, etc. On réduit les coûts du MCO, on a une maintenance qui est en général facilitée parce qu'il y a les pièces détachées qui sont disponibles partout dans le monde. Ça c'est l'avantage. Mais par contre, il y a des modifications structurelles en termes de solidité par exemple ? Il y en a, oui. Alors le but quand même c'est de s'appuyer au maximum, comme tu as bien expliqué, sur la plateforme civile, parce qu'on veut avoir ces économies d'échelle, parce qu'on veut rester proche de la version civile qui a fait ses preuves et dont le MCO est mature, on va dire, avec une chaîne de sous-traitants qui savent nous fournir les pièces quand il faut, etc. Donc on ne va pas modifier non plus la machine de façon trop importante, on ne veut pas non plus l'alourdir trop, mais pour autant on va faire quand même un certain nombre d'adaptations structurelles. Donc notamment par exemple, alors les réservoirs qui sont au-dessous, ça va devenir des réservoirs auto-obturants. D'accord. Ça va devenir des réservoirs anti-crash. Et puis on peut imaginer. Je vais peut-être expliquer le concept des réservoirs auto-obturants, parce que ça, c'est un truc sexy. Alors il y a plusieurs versions. La version simple, c'est que la plus ancienne, qui avait par exemple sur le A10, le Warthog, c'est que le réservoir lui-même, il y avait une couche à l'extérieur qui était remplie avec une forme de gel. Et quand la balle traversait, en fait, le gel se refermait et ça rebouchait les trous d'une manière automatique. Et ensuite, vous rajoutez des éléments de blindage.
par exemple sur le plancher pour protéger bien sûr les passagers. Mais une fois de plus, le but c'est pas de surblinder un hélicoptère militaire, il devient lourd, il perd en autonomie, etc. Donc nous chez Airbus, on pense qu'un hélicoptère doit rester agile, doit être capable de voler en vol tactique, c'est-à-dire près du sol, de suivre le relief, de pouvoir se cacher derrière les arbres. Donc on veut garder cette mobilité, donc c'est important. Aussi une réserve de puissance. Voilà. C'est un hélicoptère qui fait de l'oil and gas, c'est-à-dire qu'il doit avoir certainement des perfs en termes de range qui sont intéressantes. C'est quoi, c'est 600 ou 800 km? C'est 600 nautiques. 600 nautiques, voilà, j'étais 2 fois en dessous. Donc voilà. Plus de 1000 bornes. C'est ça. C'est-à-dire que par exemple, il pourrait décoller du Royaume-Uni et aller au sud de l'Espagne. Enfin, mais il est vide, on met rien à l'intérieur. Non, en fait, la grande force de cette machine, c'est la capacité d'emport. Donc il peut prendre 2 tonnes de carburant. Ok. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Ça lui laisse encore. Attends, mais tu m'as dit qu'il faisait 7 tonnes. Oui. En masse maximale masse au décollage. Max, dont 2 tonnes de carburant. Ouais. Exactement, en tout c'est 3 tonnes un peu plus de 3 tonnes de charge utile. 3 tonnes de charge utile. Donc dans les hélicos, quand on parle de charge utile, on prend ce qu'on emporte plus le carburant. C'est-à-dire qu'un hélicoptère de 7 tonnes qui a 3 tonnes de charge utile, c'est un ratio. Excellent. Je crois que ça n'existe pas. C'est l'un des plus performants au monde. Ah ouais, on est d'accord. Et c'est sa grande force, il peut aller très loin en emportant du monde. Oui, il va pas très loin à vide, hein. Il va très loin en emportant jusqu'à une douzaine de commandos avec leur équipement. Et l'autre force, peut-être on peut se rapprocher pour le voir, c'est le volume de la cabine. Je pense que là-dessus aussi, on est assez imbattable par rapport à la concurrence. Combien de personnes on met là ? On a une douzaine de personnes. 12 packs. 12 packs et 12 packs armés avec leur équipement. Je peux monter ? Oui, on peut monter à bord, bien sûr. Et là, tu peux voir à l'arrière cette baie où il y a actuellement de l'électronique, qui sont des appareils de mesure. Parce que c'est un hélicoptère d'essai. Ouais. C'est un hélicoptère d'essai, c'est un prototype, mais en fait tout ça, sur la version de série, c'est du rangement. Rangement qui est accessible depuis la soute, c'est-à-dire que les commandos peuvent venir mettre leurs sacs, les retirer, et puis on garde de l'espace libre pour pouvoir circuler dans la cabine. Ok, ouais, effectivement, c'est ultra volumineux. Alors, à l'époque, j'ai eu la chance d'être élitreuillé sur un hélicoptère qui s'appelait le Super Frelon. C'est pas aussi gros que le Super Frelon. Le Super Frelon mettait 2 jeeps à l'intérieur quand même, c'était assez balèze. Mais par contre, en termes de volume, ça donne un petit peu cette même sensation. Il est vraiment très très large. Voilà, et ensuite c'est aménageable. Donc là on l'a mis pour la démo, il y a des fauteuils là, mais il pourrait y avoir des fauteuils qui seraient rajoutés. Et je sais pas si tu le sais, mais les forces spéciales, ils aiment bien même ne pas avoir du tout de fauteuil. Ils se mettent à même le sol avec tout leur équipement. Et ça leur permet du coup d'emporter plus de matériel et puis de débarquer plus rapidement. Je reviens sur les perfos parce que plus de 1000 km pour un hélico, c'est quand même colossal. On a combien d'heures potentielles si on doit rester sur une zone ? Ça fait jusqu'à 6 heures de vol. 6 heures de vol énorme, ouais. Ah, vache. En fonction de si on choisit le range maximum ou le vol maximum. De toute façon, sur un hélico, c'est en permanence un choix qu'il faut faire entre carburant, nombre de personnes qu'on emporte. On va prendre en compte l'altitude à laquelle on vole aussi. Ouais. Le vol en montagne est plus consommateur. Plus consommateur. Quand il fait chaud aussi, on va plus consommer. Donc tout ça peut varier, mais là on part de perfos max et on part sur des bases de perfos qui sont vraiment très, très grandes. On va voir le cockpit ? Ouais. Alors, cockpit militaire, glace cockpit tout à fait. C'est l'avionique au dernier standard de chez Airbus. Là, c'est vraiment une avionique qu'on fait nous-mêmes qui s'appelle Helionix, qui est disponible aussi bien pour les hélicos civils que militaires. Donc, comme tu disais, aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus tout de bouton en haut. Hein. Bah non. Énormément, les infos apparaissent sur les écrans, qui sont des écrans modulaires où on peut faire de la cartographie ou des éléments qui sont relatifs à la machine et des éléments de vol. Et voilà, c'est une suite qu'on retrouve sur beaucoup de nos appareils. Qui est éprouvée, exactement. Et je crois que c'est vraiment un domaine où Airbus est très fort. C'est l'avionique, les commandes de vol, le pilote automatique. Là-dessus, on est. C'est pas pour rien que vous êtes champion du monde dans les. Parce qu'on le rappelle pas assez souvent, mais Airbus Hélicoptère est le premier producteur d'hélicoptères civils au monde. Exactement, plus de 50% du marché. C'est même pas plus au monde, c'est plus de 50% du marché. Sur le civil et parapublic. De l'autre côté, tu m'as dit qu'il y avait un treuil. Alors attends, est-ce qu'il y a quelque chose de sexy à dire sur l'arrière ? Non, mais là, on voit un petit peu la palette qu'il y aurait d'équipements sur la antenne HF, les lance-leurs. Ça, c'est la protection contre les l'autoprotection. La détection. Ouais. J'aime bien. Alors attends, je vais juste montrer un petit détail, parce que moi je trouve ça, c'est rare de voir ça.
Alors ça, c'est des filtres anti-poussière, mais c'est pas ceux qu'on voit traditionnellement. Ça, vous voyez, c'est des sortes de tout petits, je sais pas comment le dire, des sortes de petits ventilateurs un peu. Ouais. Avec le vent relatif quand on va voler, quand on va traverser des nuages de poussière. Ça va ingérer évidemment ce sable, mais ça, c'est des petits vortex qui tournent et qui font tomber la poussière. C'est-à-dire quand ça s'accumule solide en dessous, donc c'est beaucoup plus facile à récupérer, à nettoyer. Et il n'y a que de l'air propre qui passe. Mais du coup, là, étant testé en environnement sablonneux. Oui, parce que donc nos opérateurs civils sont pas mal en milieu maritime. Oui. Alors du coup, pour voir un peu ce que la machine avait dans le ventre, on l'a emmené en Arabie Saoudite. Et là-bas, du coup, vous l'avez en septembre validé. dernier. Et donc ça nous a permis de le tester déjà dans le sable, en altitude, parce qu'en Arabie Saoudite, il y a de la montagne aussi, et par très forte chaleur. Et en fait, on a été impressionné par les performances. On a fait un ferry flight, par exemple depuis Riyad jusqu'au sud de l'Arabie Saoudite, là où d'autres types d'hélicoptères à peu près la même taille doivent faire un arrêt au milieu. Lui, il y allait tout droit, il arrivait, il avait encore 1 heure de playtime. Toi, t'as pas le droit de dire le nom, mais moi, je peux dire que les hélicoptères américains qui essaient de faire concurrence, ça s'appelle le Black Hawk, mais ils sont moins bien. Et aussi, pendant cette même campagne, en altitude, on a fait du treuillage. On a prouvé qu'il n'y avait pas de dégradation, malgré l'altitude, malgré la chaleur. La perfo restait très forte. On arrivait à faire du treuillage stable dans des conditions dures. Et ça, c'est très significatif des capacités de la machine. C'est ce que je venais montrer justement ici. Ce n'est pas simplement de la corde lisse. Ici, il y a vraiment un treuil. Et comme tu dis, en Asie, ils l'ont déjà éprouvé dans de nombreuses fois. Potentiellement, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans une version future, il y aurait ces bras d'emport sur lesquels on met des missiles et tout le reste? Oui, c'est tout à fait envisageable. Donc chez Airbus Hélicoptère, on a développé un système qui s'appelle H-Force. H-Force. Qui est un système qui permet d'armer les hélicoptères. Donc c'est à la fois une unité centrale sur laquelle on vient plugger tous les capteurs et tout l'armement qui permet à tout ça de fonctionner de manière intégrée, mais c'est aussi des provisions physiques pour pouvoir emporter l'armement, donc des bras d'armement. Donc H-Force, on l'a intégré sur le H145M, qui est un grand succès à l'heure actuelle sur le marché militaire. On l'a intégré sur le 225M, on a fini l'intégration récemment pour la Hongrie. Donc ça permet à un hélicoptère lourd comme le 225M d'emporter un canon de 20 mm, des lance-roquettes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une appétence des clients militaires pour l'armement, même des hélicoptères de transport. Ça permet d'élargir la gamme des missions. Ça permet, en général, quand on emporte de l'armement, ça se fait au détriment de l'emport en PAX. Mais par contre, ça permet de faire des patrouilles, par exemple, où il y a un hélico qui emporte les commandos et l'hélico d'à côté qui fait l'escorte. Avec un avantage, c'est que c'est les mêmes hélicos avec le même range. Et du coup, on peut aller loin parce que un hélico plus léger de reconnaissance ou d'attaque, par exemple, ne va peut-être pas aller aussi loin. Et c'est normal que l'hélicoptère de transport. Donc avoir 2 hélicoptères de transport, ça leur permet de faire ensemble une mission de pénétration à longue distance. C'est Airbus Hélicoptère Marignane ou Allemagne? Alors celui-là, il est assemblé à Marignane pour la version civile. Pour la version militaire, dans le cadre du programme de remplacement des Pumas britanniques, ce que nous offrons, nous, aux Britanniques, c'est que l'assemblage de la version militaire se fasse chez eux. D'accord. C'est une de leurs exigences. Oui, c'est nous, on propose d'agrandir l'une de nos usines Airbus qui existe déjà pour les avions commerciaux au Pays de Galles. Et du coup, ils auraient la ligne d'assemblage et les 175e seraient faits là-bas, notamment pour l'export. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au départ, c'est vrai que c'est ce marché britannique qui nous a donné vraiment l'impulsion pour proposer une version militaire du 175. Mais maintenant, on voit qu'il y a de l'intérêt en fait chez pas mal de clients, notamment des anciens utilisateurs du Puma, qui cherchent une machine qui reste à peu près dans le même volume. Parce que c'est vrai que quand on fait du 225 ou du NH90, on est sur 11 tonnes, donc c'est plus la même. Beaucoup plus lourd. C'est beaucoup plus lourd. Là, ça les intéresse d'avoir une machine qui est entre 7 et 8 tonnes, avec ce volume de cabine. Donc on pense qu'il y a un vrai marché pour le 175M à travers le monde. Écoute, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Avant de terminer sur ce magnifique hélico, on va quand même faire un petit focus sur le VSR 700. Ça avance bien? Le VSR 700, oui, l'an dernier notamment, on a atteint un peu le bout des études qu'on a fait avec la DGA, la Marine nationale, dans le cadre du programme SDAM. Le VSR qui avait déjà été testé sur des bâtiments civils, là, a vraiment opéré depuis un bâtiment militaire. Il a fait les missions, il a décollé, on a démontré que les capacités d'appontage automatique fonctionnaient, mais aussi qu'il y avait une plus-value en termes de mission avec le radar, la boule optronique et le capteur AIS. Donc voilà, le radar est dans ce dôme,
Là, on a le capteur AIS, là, on a la boule optronique. AIS, ça permet de reconnaître les bateaux. C'est le transpondeur des bateaux. Normalement, tous les bateaux civils sont au-dessus d'une certaine taille, sont obligés d'émettre et de donner leur position et de donner un certain nombre d'informations. Donc ça permet d'avoir une vision globale du trafic maritime. Et en fait, l'intérêt du VSR 700, de cette classe de drone, c'est qu'il peut avoir ces 3 capteurs. Et donc il peut faire de la détection avec le radar. Et ensuite, il peut faire de l'identification avec la boule. Parce que le radar permet de voir ce qu'il y a autour de nous, mais on ne sait pas toujours ce que c'est en fait. Ouais, il faut s'en rapprocher un petit peu. Exactement. Et la boule, elle permet au contraire d'aller voir précisément à qui on a affaire. Et on peut imaginer un travail collaboratif entre un drone et un hélicoptère? Exactement, oui, c'est vraiment, je dirais que c'est l'une des voies vers lesquelles on se dirige pour l'avenir de l'hélicoptère. C'est la complémentarité hélicoptère-drone et le fait qu'en fait, l'un ne va pas remplacer l'autre, mais qu'au contraire, le drone va devenir un multiplicateur de force pour l'hélicoptère. Il va pouvoir communiquer avec lui, ils vont pouvoir travailler ensemble. L'hélicoptère va pouvoir recevoir toutes les informations que lui donne le drone, il va pouvoir donner des ordres. Un partage de situation tactique. Voilà, exactement. Et en fait, on va avoir une démonstration à taille réelle avec le VSR 700. Et alors pas un hélicoptère militaire pour l'instant, mais notre Flight Lab, qui est un H130 modifié, qui est un peu notre labo en vol qu'on utilise pour montré dans une autre vidéo. Voilà, qu'on utilise pour plein d'essais différents. Dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Musher, qu'on conduit avec pas mal d'autres industriels, dont Thales, mais aussi avec les Italiens de Leonardo. Et donc on va faire une démonstration grandeur nature. Le drone et l'hélicoptère voleront ensemble, échangeront des informations, ils échangeront aussi des informations avec une station au sol. Et puis en parallèle, en Italie, il y aura aussi un drone et un hélicoptère qui voleront ensemble et qui aussi nous enverront des informations. Donc voilà, on va pouvoir démontrer pour de vrai comment ça fonctionne le man-on-man teaming et ce qu'on est capable de faire. Ça avance chez Airbus Hélicoptère. On espère que cette vidéo vous a plu. Merci et c'était toujours au salon Eurosatori.